Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Pulsar. Et maintenant, on passe au débat du jour, au thème du jour. Le thème du jour, c'est la sécurité en Europe. Et de quoi mieux commencer par la problématique du jour avec Larry et Benja. Bonjour les amis. Bonjour. Et Bonjour. Vous allez nous parler d'armement, d'armée On va parler de militarisme. C'est quoi cette musique C'est la musique de la série JAG, c'est une mythique série américaine qui reprend la vie du procureur général de l'armée des États-Unis. Mais alors moi je vais pas vous parler d'armée des États-Unis, mais plutôt d'Europe de la défense. Alors en effet, les pays européens ont toujours eu du mal à s'accorder sur ce point. L'état-major de l'UE, qui est relié au haut représentant pour la politique étrangère et la sécurité commune, est le seul organisme militaire en activité permanente au niveau européen. Il existe diverses organisations de coopération, mais dans les faits, pas grand-chose. Pourtant, la fameuse brigade franco-allemande de 9000 hommes avait, lors de sa création, été une sorte d'embryon de coopération plus large des forces armées dans divers pays européens. Le problème est que, d'une part, nous avons des pays fortement engagés militairement à l'extérieur, on pensera notamment à la France ou à la Grande-Bretagne jusqu'au Brexit, et d'autre part, des pays que je qualifierais de frileux, comme les pays d'Europe centrale, qui néanmoins ont affaire à la menace, entre guillemets, russe. Il est donc difficile de conjuguer les intérêts de tout le monde. De plus, avec la présence de l'OTAN, le problème de la défense ne s'est pas posé pendant longtemps. Tout ceci aboutit à une situation un peu ambivalente, on ne sait pas trop quoi faire ni où on va. Cependant, fin 2017 a vu l'émergence d'un fonds commun pour la défense européenne et divers accords. Nous attendons toujours les actes et j'espère que les petits pays notamment contribueront à réaliser cet accord qui est très important pour l'avenir de l'UE. On notera qu'au niveau interne de l'UE, il y a eu déjà quelques accords de coopération. Je penserai notamment au Benelux où par exemple la défense aérienne de ces pays-là s'effectue sur une tournante entre la Belgique et les Pays-Bas. Donc chacun des pays réalise la sécurité aérienne du secteur pendant quelques semaines. Ou bien par exemple la Slovénie dont la défense aérienne est assurée par l'Italie. Cette incapacité de coordination est contrebalancée par la vente d'armes des États de l'Union européenne. En effet, quand il s'agit d'argent, ces pays seront toujours disposés à collaborer. Seulement pour donner quelques données, entre 2003 et 2014, les pays de l'Union européenne ont exporté une quantité d'armes équivalente à 37 milliards d'euros à 63 pays qui se trouvent en situation de conflit ou de tension. Il ne faut pas donc être un expert pour en déduire que cela n'a pas très contribué à la paix. Mais peut-être un impact sur la crise des réfugiés aussi, ces données, sur cela. De plus, plutôt que de traiter des personnes qui essayent d'arriver à l'Union européenne, l'UE préfère de payer la Turquie pour qu'elle cesse ce flux de réfugiés. C'est quand même paradoxal, vu que ce sont les pays, ceux qui ont distribué les armes et qui prolongent la violence au Moyen-Orient, comme au Yémen ou la Syrie. Il faut donc non seulement se demander quel rôle joue actuellement l'Europe comme garante de la paix mondiale, mais aussi sur sa responsabilité dans les principaux conflits qu'elle critique publiquement. Il faut donc, en lieu de donner des leçons, agir. Eh bien merci les amis. Quand tu dis ça, Benja, moi je pense à une émission, je crois que c'était le Petit Journal à l'époque qui s'était rendu au Salon de l'Armement. Et ils ont posé une question toute bête, à quoi servent vos armes ? Et les gens en face, tels que des entreprises qui vendent les armes, répondaient, ne pouvaient pas répondre « oui, c'est fait pour tuer ». Non, c'est fait pour défendre. C'est-à-dire qu'on met d'abord la défense du peuple avant de mettre la vie en danger de quelqu'un d'autre. Ce qui est quand même assez paradoxal, je trouve. C'est de la langue de bois, je veux dire, c'est clair qu'une arme, c'est pas pour faire joli dans la maison, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de noter que quand il s'agit de coopérer ensemble, donc finalement pour avoir entre guillemets plus de paix, parce que c'est souvent des missions de maintien de la paix, et là il y a personne. Par contre, quand il s'agit d'exporter des tanks, par exemple la France et la Belgique s'entendent très bien pour exporter des armes au Kazakhstan, il n'y a pas de problème. Elena, tu vas compléter sur ce sujet-là en parlant de la sécurité en Europe globalement. Oui, c'est ça. Est-il possible de garantir la sécurité dans l'Union européenne ? Quels sont les moyens qui doivent être déployés sur l'Europe et la défense, l'Europe de la défense ou l'Europe sans défense ? Ces questions sont à l'ordre du jour dans l'agenda des 28 pays membres de l'Union européenne. Aussi bien dans son aspect interne qu'externe, la sécurité est une priorité pour l'Europe. Cependant, on ne retrouve
pas des positions communes par rapport à ce sujet, étant donné le décrochage des peuples vis-à-vis de la construction européenne, comme nous dit Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. De nos jours, nous ne pouvons plus utiliser l'expression née en 1990 qui parle de l'Europe comme une Europe de la défense. La politique de défense de l'Union européenne n'a jamais été très claire, mais plutôt vague, fluctuante et flexible. Contrairement à ce qu'était l'OTAN, elle n'est pas une réponse aux menaces qui pèsent sur l'Europe, mais ce sont surtout une série de décisions qui permettent à l'Union européenne de mener des opérations de gestion de crise et de poursuivre des objectifs de politique étrangère. En plus de cette spécificité de l'Union européenne, le contexte actuel a empiré la situation. Les attaques terroristes qui ont eu lieu dans nombreux pays européens ont déstabilisé l'environnement stratégique de l'Union européenne. En plus, l'Europe perd au fur et à mesure ses alliés. Les États-Unis montrent un retrait progressif du vieux continent et suite au Brexit, l'Europe manque d'une des rares puissances militaires européennes. Si on retourne un peu au passé et on s'arrête au moment de la création de la Communauté européenne de défense, en 1952, on observe déjà quelques failles. Ce projet visait à instaurer une armée européenne, avec des institutions supranationales placées sous la supervision de l'OTAN, ce dernier dépendant du gouvernement des États-Unis. Ce projet est un échec et finit par être rejeté par l'Assemblée nationale française en 1954. Par rapport à cette chute, Stanley Hoffmann déclara en 1995 que dans un domaine de haute politique, comme la politique étrangère et de défense, l'intégration européenne était condamnée à demeurer une illusion, comme il en est le cas de nos jours. Face à ce climax d'instabilité sécuritaire, les militaires et policiers réclament plus de coopération, centralisation et interopérabilité. Le 13 novembre 2017, à Bruxelles, 23 pays de l'Union européenne ont signé des engagements pour encourager plus de programmes d'armement et de missions militaires communes. Le but était de relancer l'Europe de la défense, en affirmant l'autonomie de l'Union européenne. Les 23 pays participants se sont engagés à monter leur budget militaire jusqu'à 2% de leurs budgets nationaux d'ici 2025, contre 1% pour la plupart des pays et 1,8% pour la France, ce qui permettrait de financer telles opérations. Il s'agit surtout de développer des armes et des technologies de défense conjointes pour diminuer le dispersement des efforts d'armement surtout face à des grandes puissances rivales dont les moyens sont beaucoup plus grands. Avec ces nouveaux accords, les budgets militaires européens réunis atteindraient 190 milliards d'euros. Ils pourraient atteindre 350 milliards à 400 milliards dans un futur. Ceci serait nettement plus confortable, comme l'affirme le général Jacques Favin-Levesque, pour se positionner face aux puissances comme les États-Unis, dont le budget militaire est aujourd'hui de 500 milliards d'euros. La France est déterminée à poursuivre ses efforts pour renforcer la politique de sécurité et de défense commune. L'Europe de la défense est une réponse ambitieuse, mais crédible face aux défis sécuritaires qui s'imposent à elle. La sécurité est la condition nécessaire pour le développement. Et l'orientation, compris les États membres, confirme que l'Union européenne est prête à redevenir un acteur majeur dans la sécurité internationale afin de préserver son autonomie stratégique. Eh bien, merci. Nathan, tu voulais intervenir à propos oui, de cette peut-être chronique. juste pour rappeler par rapport au contexte de l'armement que la France est le troisième exportateur en 2017 d'armes dans le monde, derrière les États-Unis et la Russie. D'ailleurs, d'après certaines estimations, la France pourrait même doubler la Russie en 2018. Et également, par rapport à l'Europe, ça nous intéresse. La France exporte en premier ses armes vers l'Europe. 23% des armes qui sont achetées à la France le sont par des pays européens. Voilà pour Donc, cette petite remise en contexte. Qu'est-ce que cela signifie en soi? Est-ce qu'on tend vers une armée européenne ou non? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans l'Europe en plus. Moi, je me rappelle d'Emmanuel Macron candidat qui défendait l'armée européenne, qui défendait une coalition européenne diplomatiquement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est possible? Donc nous sommes en compagnie de l'équipe du journal de 9h, mais aussi l'équipe de la matinale qui vont répondre à toutes ces questions. Un avis là-dessus? Moi, ce que je dirais, c'est que aujourd'hui, faire une alliance militaire de 28 pays et avoir des objectifs communs, c'est pas possible.
Du coup, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faudrait commencer par déjà que les grands pays européens se mettent entre eux d'accord sur des actions communes et qu'ils les réalisent ensemble. Or, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Déjà, il y a aussi le problème de l'OTAN, donc il faudrait... Pourquoi l'OTAN est un problème ? L'OTAN est un problème, oui, forcément, parce que c'est quand même des visions géopolitiques qui sont héritées de la guerre froide. Du coup, je veux dire, par exemple, le déploiement de missiles vis-à-vis de la Russie, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Est-ce que d'autres pays européens ne préfèrent pas une solution plus diplomatique ? Enfin voilà, on voit bien que c'est quand même assez compliqué. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait commencer par une coalition entre les grands pays et également créer une organisation qui soit l'équivalent de l'OTAN, mais en Europe. Je suis plutôt d'accord, mais justement concernant les gros pays, c'est parfois eux qui ont eux-mêmes du mal à se mettre d'accord. Je me souviens, il y a 1 ou 2 semaines d'un accord signé entre la France et le Royaume-Uni, et on s'en félicitait parce que ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de réelle coopération entre la France et le Royaume-Uni, et c'était un accord qui portait sur l'envoi de 2 ou 3 hélicoptères en renfort des forces françaises mobilisées en Afrique. Donc c'est réellement pas grand chose au final. 3 hélicoptères, c'est peut-être mais en soi, c'est un signe de la part du Royaume-Uni qui veut continuer à collaborer avec l'Union européenne. Mais est-ce que c'est pas du coup plus un signe politique qu'une réelle volonté d'engagement militaire, alors que pour créer vraiment une force militaire européenne, je pense qu'il faut plus que de la volonté politique, il faut un réel intérêt, une réelle mission, sinon... Ivana, tu voulais réagir par rapport à ça ? Oui, parce que là, du coup, je suis d'accord que c'est justement les grands pays qui sont ceux qui ont plus tendance à se prononcer par rapport au thème de la défense. Mais si on part de ce principe-là, ça veut dire que les petits pays qui justement n'ont pas les moyens de se constituer un système de défense vont être complètement marginalisés. Et du coup, je pense que le principe de l'Europe, c'est un principe de solidarité entre les pays. Du coup, je pense qu'à part les grands pays, il faudrait quand même chercher des critères à part, de façon à ce qu'on puisse impliquer les petits pays, parce que eux, justement, sinon, ils vont se voir à côté, ils ne vont pas pouvoir participer, même en termes de budget ou d'armée, ils n'ont pas les moyens. Et quand on voit les conditions en plus d'accéder, de rentrer dans l'Union européenne, qu'on doit participer à l'OTAN, est-ce que ce n'est pas un frein aussi, comme tu parles, ce que tu es en train de dire, Ivana, un frein pour une collaboration ensemble et se mettre d'accord sur des points de vue diplomatiques? C'est surtout ça la question, c'est sur le point de vue diplomatique, se mettre d'accord entre pays européens en dégageant l'OTAN sur des conflits comme la Russie, comme en Afrique, dont Nathan vient parler. Est-ce que c'est pas à l'avenir? Toi, Larry, t'es assez pessimiste là-dessus. Oui, je suis pessimiste parce que déjà la haute représentante à la diplomatie européenne, Mogherini, on va dire que déjà dès son intronisation, il y avait des doutes sur par exemple ses incointances avec les États-Unis, parce qu'on se disait oui, elle est italienne et traditionnellement l'Italie est assez proche de la ligne diplomatique des États-Unis. Donc voilà, en fait, ce qui manque surtout, c'est d'avoir l'idée que l'Europe, finalement, entre nous, on a des intérêts assez proches. Et la sécurité de l'Europe, c'est vraiment une thématique qui devrait nous rassembler. Le terrorisme, on a pu voir, ça a touché tous les pays. Donc c'est vraiment quelque chose qui devrait s'imposer à tous. D'ailleurs, Bernard Cazeneuve, il y a 2 ans, quand il était ministre de l'Intérieur, voulait collaborer avec l'ensemble des pays européens. C'était un fichier, le PNR. Il voulait instaurer le PNR dans tous les aéroports pour identifier les fichiers S en France et qu'on partage ces données avec les autres pays européens pour avoir un maximum de renseignements au sein du continent. Oui, Elena, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi, quand on a décidé de parler du thème de la sécurité en Europe, en fait, je voulais comparer l'enjeu que suppose la sécurité en Europe et par rapport à la sécurité aux États-Unis, parce que j'ai vu un film qui s'appelle Pentagon Papers, qui est maintenant au cinéma. Qui est sorti il y a 2 semaines. Ouais. Et justement, ça parle de un peu les secrets du gouvernement par rapport à la guerre de Vietnam et comment il y a un jugement qui est fait. Et on oppose les 2 arguments de la défense de l'État ou la liberté d'expression et d'opinion des journaux. Et finalement, on voit comment aux États-Unis, la sécurité, c'est-à-dire assurer la sécurité de l'État, peut être même un argument pour limiter un peu la liberté d'expression parce que la sécurité nationale est très importante. Et ça m'a fait réfléchir par rapport à ce sujet et comme quoi... Et justement, assurer ça dans
l'Europe, qui est une union de pays, est un enjeu beaucoup plus difficile parce que il y a plus de pays, d'intérêts divers, etc. Donc, je pense que c'est une bonne comparaison avec les États-Unis. Donc pour toi, à ton avis, est-ce qu'il ne faudrait pas... Est-ce que tu soutiens finalement cette coopération-là ou au contraire, moins d'armement, ce serait mieux et qu'on reste en l'état actuel aujourd'hui? Mais en fait, même si je ne suis pas complètement d'accord avec l'idée d'une armée, c'est vrai que pour assurer la défense d'un territoire, il y a besoin d'armes parce que sinon, même si moi je crois beaucoup dans les discours et la parole, de nos jours, dans la scène internationale, on ne peut pas seulement utiliser la parole. Donc je pense qu'une coopération plus accentuée entre pays, ça serait la meilleure solution. Comme on dit, la légitimité passe par les armes, malheureusement. On voudrait que ça passe par autre chose, mais les pays qui ont à disposition l'arme nucléaire, bon, je pense surtout à une certaine Corée, gagne en légitimité et fait peur au monde entier. Oui, Ivana? Juste, peut-être pour finir sur ce thème-là, je pense que la question serait plutôt est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt entamer un processus de désarmement, parce que sinon je Comme sens c'était le cas pendant la guerre froide. Justement, parce que là je sens qu'on revient à la guerre froide et c'est plutôt la course aux armements. Oui. Et plus on s'approvisionne d'armes, plus les gens vont sentir qu'il y a un danger. Et c'est une spirale qui ne va jamais se finir. Oui, Larry, n'empêche, c'est une bonne idée. Enfin, en soi, c'est une très bonne idée. En fait, ce qu'elle dit, c'est très important, c'est très intéressant, mais surtout, en fait, ça devrait se décider au niveau mondial, ça. Et je pense que si l'Union européenne décidait unilatéralement de se désarmer, ça n'aurait aucun intérêt. Du coup, on devrait le faire avec la Russie, avec la Chine, les États-Unis, etc. Et surtout, je pense qu'en fait, même le fait de mutualiser nos forces armées n'est pas forcément un signe de belliqueux, mais au contraire un signe de coopération, et puis montrer que l'Union européenne se détache des initiatives individuelles, mais veut plus être dans le maintien de la paix. Et ça serait peut-être un signe positif. Donc ce serait plus un accord, si je comprends bien, ce serait plus un accord entre pays européens et un pays comme la Chine, les États-Unis, ce sera un accord l'Union européenne, et des pays comme la Chine. Comme ça apporterait plus de légitimité sur ce sujet-là, à ton avis? Pour le désarmement? Oui. Tout à fait. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs dans les années 80 quand les États-Unis avaient fait des accords de désarmement avec l'Union soviétique. C'est toujours des accords bilatéraux. On ne peut pas décider du jour au lendemain, on se désarme. C'est quelque chose, c'est coopératif, quoi. Une petite anecdote, j'ai vu récemment un article sur le site web de l'Express. L'horloge atomique ou l'horloge apocalyptique, qui est à 23h58, qui a avancé d'une minute, qui a avancé d'une minute. Et l'année dernière, c'était à 23h57. Donc, avec les tensions qu'il y a entre la Corée du Nord, Donald Trump, la Chine qui se réarme, la Russie avec le Moyen-Orient, la Syrie, Russie, Iran, enfin bref, toutes les tensions qu'il y a dans ce monde actuellement. Malheureusement, on se rapproche peu à peu d'une vraie guerre et on souhaite qu'il y ait évidemment des traités pour désarmer les différents pays. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Tu penses? Je n'arrive pas à suivre, tu éteins tout le temps. Les étoiles en plus. Ah ouais. Eh bien, merci à l'équipe du journal, Ivana, Anaïs, Nathan. Merci à Larry et Benja pour leur chronique La problématique du jour. Merci à Elena pour avoir présenté le débat du jour sur la sécurité européenne. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur radio-pulsar.org. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une très bonne semaine sur les ondes de Pulsar.